Pour commencer ce voyage initiatique dans le monde mystérieux des océans, je me rends à l'extrême pointe de la Bretagne, dans un lieu unique en France, Océanopolis, situé au cœur de la rade de Brest. L'objectif de ce centre est de raconter la mer et ses richesses. La Bretagne d'abord, avec un pavillon tempéré dédié à la faune et à la flore locale. Mais aussi les mers plus lointaines, celles des tropiques. Et les mers froides des régions polaires. Au-delà d'un simple aquarium, Océanopolis est aussi un centre de recherche. Je vais y rencontrer des scientifiques, qui sont avant tout des passionnés et qui s'engagent pour la préservation de ces écosystèmes si fragiles. Dès mon arrivée, je découvre le pavillon tropical et tout de suite, je suis attirée par cet aquarium où évoluent les animaux peut-être les plus craints. Les requins. Dans ce réservoir de plus d'1 million de litres, ils sont une dizaine à cohabiter. Le requin pointe noire, le requin zèbre, le poisson-scie. Je les observe à travers une vitre concave qui donne un angle de vision inédit et la sensation d'être en immersion auprès de ces poissons. Je suis ramenée à la réalité par Jean Goasdoué, ma première rencontre de la journée. Devenu le spécialiste incontournable des requins à Océanopolis, il a troqué sa carrière de mécanicien pour vivre son rêve, travailler auprès des animaux marins. Bonjour Hélène. Bonjour Jean. Dis-moi, je viens à peine d'arriver et je suis déjà éblouie par le spectacle des requins. Les gens, ils doivent s'arrêter beaucoup ici, regarder les requins, parce que c'est vrai. Fascinant comme... Voilà, il y a une fascination pour les requins, c'est vrai, ne serait-ce que pour le côté peur. Cela fait bien longtemps que Jean, lui, n'a plus peur de ces animaux. Au contraire, il éprouve beaucoup d'affection pour eux et plus particulièrement pour le couple de requins zèbres qui s'est récemment reproduit de manière naturelle. Alors, requin zèbre, assez étonnant, c'est qu'en fait, ils ressemblent plus à des léopards qu'à des zèbres. Oui, effectivement, il doit son nom au fait que quand ils naissent... Quand ils naissent, c'est ça, ils ont des vraies zébrures. Des vraies zébrures. Et ensuite, ça va changer Quand très ils vite grandissent. au bout de 5-6 mois. Ouais. Au bout de 5-6 mois, ça change. Ils vont passer un petit peu au blanc cassé et avec des petits points. D'accord. Et adultes, ils garderont cette couleur-là. Ce sont des animaux ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs. Et il y a 2 ans, on a eu la chance d'avoir 5 œufs fécondés. Et à la suite de ça, on a eu 5 jeunes requins zèbres. Donc c'est vrai que c'était une très bonne nouvelle pour nous. Qui ont survécu Qui ont survécu, ouais. tout à fait. Et cette année, on en a eu 3 autres qui eux aussi ont survécu. Le centre est le premier aquarium en Europe à maîtriser la reproduction des requins zèbres. Une réussite dont toute l'équipe peut être fière puisqu'elle témoigne du bien-être des animaux qui sont ici comme des poissons dans l'eau. Dis-moi, le requin taureau, c'est un mâle. C'est un mâle, oui. Il n'y a pas de doute là. Il n'y a pas de doute. Alors, effectivement, quand on dit ça, on se demande comment on le sait ça. Ben, c'est tout simple. Quand il va repasser, on voit qu'à l'arrière du corps, oui. il a 2 organes sexuels qu'on appelle des petits rugopodes, que ne possèdent pas les femelles. Ouais. Les femelles, c'est une fente cloacale. Oui, tout à fait, voilà. Bon, en tout cas, là, je commence par l'attraction phare, j'imagine, de l'aquarium, les requins. Mais il y a plein d'autres choses. Oui, ne t'inquiète pas, il y aura d'autres surprises pour toi. Hein. La journée ne fait que commencer. Bon, vous allez quand même pas me faire plonger avec des requins. Il y aura mieux que ça. Quelles surprises m'ont-ils réservé? Un mystère qui se rajoute à ceux déjà nombreux de ce monde si impénétrable. Jean m'invite à continuer notre exploration et il m'emmène devant l'aquarium des récifs de l'océan Indien. Là, c'est une explosion de couleurs. Beaucoup plus vulnérables que les requins, ces petits poissons ont pourtant acquis, avec l'évolution, des techniques de défense surprenantes.
Je reconnais immédiatement le poisson clown, qui pour survivre s'abrite auprès des anémones. Immunisé contre leur pouvoir urticant, le poisson clown est ainsi protégé des prédateurs par leurs tentacules venimeuses. En échange de quoi, il nourrit et nettoie les anémones. Un bel exemple de symbiose interespèces. C'est quoi celui-là, le gros là? On n'a qu'un individu comme celui-ci, c'est ce qu'on appelle un vivano, hein. C'est un superbe poisson. Hein. Et il a une particularité, regardez à l'arrière de son corps, il a une tache noire. Oui, justement, cette tache noire, l'interprétation qu'on en a faite, c'est qu'on pense que c'est pour faire croire que l'œil est à l'arrière du corps. Le devant du corps ne sera pas attaqué, où il y a toutes les parties sensibles. Oui. L'arrière du corps, s'il y a un morceau de chair qui est enlevé, c'est pas très grave, ça peut être cicatrisé et il peut s'enfuir. Est-ce que toi, il y en a une espèce qui t'émerveille particulièrement? Oui, ben justement, c'est le petit poisson qui est en train de partir là, tout jaune. Oui. C'est ce qu'on appelle le poisson ballon. Alors il est assez sympathique parce que déjà pour le plongeur il n'est pas très rapide, donc on peut l'attraper, on peut le manipuler, ce qui fait que quand on le touche, il est assez amusant, son squelette est relativement mou parce que c'est un poisson qui va se gonfler pour se défendre. D'accord. Il va être capable de doubler de volume. Encore plus que ça, parce que déjà oui, il est bien rond. Il est bien rond déjà effectivement, mais là il va doubler de volume, ce qui fait qu'il va surprendre le prédateur. D'accord. Qui va soit le recracher, soit qui va partir. Je suis touchée par ma rencontre avec Jean, dont les yeux pétillent d'enthousiasme au contact de cette faune qu'il chérit tant. De l'autre côté, en coulisses, le soigneur Jean-Marie s'apprête à plonger dans l'aquarium devant lequel je suis. Particularité d'Océanopolis, les soigneurs sont souvent aussi des plongeurs confirmés, qui ont le privilège de côtoyer de tout près leurs protégés. Grâce à un système technologique de pointe, je vais même pouvoir communiquer directement avec le plongeur et m'approprier un peu ses sensations. Bonjour Jean-Marie, ravi de vous voir, homme de la mer. Tout se passe bien là, avec les poissons? Super bien, oui, ça va. La température de l'eau est agréable, donc c'est toujours sympathique de descendre dans ce bassin. Encore un soigneur qui semble avoir une préférence pour le requin zèbre. Mais comment Jean-Marie parvient-il à se rapprocher autant de l'animal qui ne semble pas le craindre? Le fait de le caresser, là, ça le calme en fait, hein, c'est une zone sensible, ça permet de les manipuler tout en les calmant, un petit peu en venant comme ça appuyer sur le bout du museau. Parce que là, j'ai rien à lui donner, donc il va stresser, au bout d'un moment, se dire qu'est-ce qu'il me veut. Est-ce que ça les hypnotise un petit peu finalement, ça, de les toucher comme ça? Ça les calme. Ça les calme. C'est des organes tactiles au niveau de la tête, que quand on frotte, ça calme l'animal. D'accord, c'est génial. Ouais, c'est sympa. Génial. Oh, je ressens déjà chez ces hommes de la mer une passion dévorante pour l'univers dans lequel ils évoluent. Leur implication ne s'arrête pas aux habitants des mers tropicales. Les équipes du centre s'activent aussi pour la préservation de la faune marine locale. Océanopolis a monté une clinique et pour s'y rendre, changement de tenue obligatoire. J'y ai rendez-vous avec Christine Dumas, la chef soigneuse. Son principal objectif est de recueillir de manière temporaire les bébés phoques échoués sur les côtes bretonnes, de les rétablir avant de les relâcher dans leur milieu naturel. Bonjour Christine. Bonjour Hélène. J'ai été guidée jusqu'ici par des plaintes. Oui, c'est ça. Où sommes-nous? On est à la clinique des phoques d'Océanopolis. Et c'est eux qui font... voilà, ce sont les jeunes phoques qui appellent pour avoir à manger, que tu entends. Arrivés il y a quelques semaines, voire quelques jours pour l'un d'entre eux, ces phoques ont été sauvés d'une mort certaine par Christine et son équipe. Donc là, vraiment, il y a une action concrète sur des animaux au départ sauvages. Les animaux sont recueillis après s'être échoués sur la plage, en difficulté. Et du coup, ici, notre vocation, c'est de leur donner un petit coup de pouce, justement, pour pouvoir les remplumer, hein, les guérir quand ils sont malades et pouvoir les relâcher après dans le milieu naturel. Aujourd'hui, 4 phoques gris, l'espèce locale, sont en soins. Ils sont âgés de 1 à 2 mois. Ils sont placés en quarantaine car potentiellement malades, contagieux et surtout pour s'assurer de leur bonne prise alimentaire, comme par exemple pour ce petit blanchon.
Celui-là, c'est encore le bébé phoque qui ne peut pas se nourrir tout seul et qui, normalement, devrait être allaité. Ouais. Donc, nous, on va remplacer le lait maternel par une bouillie de poisson. Et tant qu'il ne s'est pas mangé tout seul du poisson et qu'il n'a pas repris suffisamment de poids pour aller en bassin extérieur, il va rester dans cette quarantaine. Christine me propose d'aider à nourrir le bébé phoque. Le port d'une tenue adaptée est indispensable. Ces animaux sont vecteurs de germes transmissibles à l'homme et responsables de maladies graves. On va le nourrir avec de la bouillie de poisson qu'on a préparée exprès pour lui. Ah, qui est juste là? Et juste là, alors. Alors, dis-moi, comment je me mets? Tu te mets face à moi, Ouais. et puis voilà, je vais juste attraper le tube. Ouais. Voilà, et puis là, tu peux appuyer sur le piston. C'est bien, il déglutit la fin. Il déglutit bien, ouais. Ouais, c'est super. C'est bon signe. Voilà, c'est bon. Super. Voilà. Ok. C'est parfait, merci beaucoup. Le centre de soins n'a qu'une vocation, permettre à ces animaux de regagner un jour la mer. Mais entre l'arrivée ici et le retour à la liberté, une étape intermédiaire s'avère être cruciale, la mise en eau dans un bassin extérieur. C'est justement aujourd'hui que cette étape devrait être franchie pour 2 des 4 phoques qui ont le poids requis et l'autonomie suffisante. Pour l'instant, je suis en attente de savoir si je vais pouvoir les sortir aujourd'hui dans les bassins en extérieur. Celui-ci, pour l'instant, j'attends des résultats. Il avait une infection, donc il a déjà eu une première prise de sang. Oui. On a fait la deuxième hier qui va confirmer si l'infection est toujours là ou pas. Ces 2 phoques seront-ils transférables ce soir et nageront-ils ensemble dans le bassin extérieur? Christine obtiendra-t-elle le feu vert du vétérinaire? Sauver les mammifères marins que sont les phoques est un des nombreux objectifs du centre de recherche de Brest. Je suis maintenant de retour à Brest, à Océanopolis, dans la Silicon Valley de la recherche marine, où je tente de percer les mystères de ce monde si fascinant. Tous ces aquariums invitent au recueillement et au questionnement. Pourtant, dans quelques instants, je vais partir en direction des pôles, pour une immersion au cœur de la banquise. Mon guide dans cet environnement un peu plus hostile est Sami Hassani, un biologiste à la tête des hommes et des animaux de ce pavillon polaire. Sami a commencé sa carrière en embarquant sur les thoniers en pleine mer, afin d'y étudier le comportement alimentaire de certaines espèces marines. Pris de passion pour les animaux de la mer, il a intégré Océanopolis voilà plus de 15 ans. Avec de nouveau une tenue adaptée au lieu, nous pénétrons sur le territoire des manchots, qu'on appelle une manchotière, et ils sont une quarantaine à nous attendre. 3 espèces différentes cohabitent harmonieusement. Les gorfous sauteurs, reconnaissables à leurs plumes jaunes comme des sourcils de chaque côté de la tête, et appelés ainsi à cause de leur démarche typique. Les manchots papous et les manchots royaux, bien plus grands. Donc, Samy, c'est bruyant par ici, hein? Ah oui, oui, bah, c'est les gorfous sauteurs qui font le plus de bruit, c'est les plus petits. C'est les plus grands, les plus craintifs. Alors là, c'est les manchots royaux, ceux-là. Voilà, c'est les cousins des empereurs hein, qu'on trouve en Antarctique. Eux, ils vivent dans les îles subantarctiques. Hop, voilà. C'est étonnant quand même, hein, ces oiseaux avec une stature aussi humaine, presque. Hein. Oui, C'est fascinant. c'est vrai. Et puis, ouais, alors ça paraît pâteau comme ça, pas très agile, mais alors dans l'eau, c'est des vraies bêtes de course et de nage. Hein. Ce dandinement maladroit mais si caractéristique est lié à leur morphologie. Des petites ailes, inadaptées au vol, et de très courtes pattes pour un corps lourd et compact. Voici des oiseaux qui ne sont pas à l'aise sur terre ou dans les airs, mais qui sont de redoutables nageurs. Et dès qu'ils plongent dans leur élément naturel, leur maladresse se transforme en grâce.
Ils sont tellement habiles sous l'eau qu'ils sont capables de descendre en apnée jusqu'à 300 mètres de profondeur pour pêcher. Étrangement, un manchot moins craintif que les autres apprécie notre présence, se laisse caresser, se détache de sa colonie et suit le moindre de nos déplacements. Il s'appelle Dominique. Pourquoi est-il le seul manchot à avoir un nom? Et qu'est-ce qui est à l'origine de son attitude si différente des autres? Non mais c'est étonnant quand même. Il n'a pas du tout le même comportement que les autres. Hein. Bah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la couvaison, l'œuf, on l'a retrouvé fêlé. Donc en urgence, on l'a placé en couveuse. Ouais. Et puis il y a eu éclosion et donc on a élevé le poussin à la main en faisant des bouillies, des biberons. Du coup, ses parents, c'est l'humain, c'est des hommes. Donc il se considère aussi lui-même un peu comme un humain. Voilà. Du coup, son plaisir, c'est que dès qu'il y a un humain dans la manchotière, c'est de rester collé. Il suit partout. D'accord. Voilà. Et il a quel âge alors? Il a 12 ans aujourd'hui. Cet attachement entre Dominique et les êtres humains n'est pas du tout une volonté du centre, qui interfère le moins possible avec ces animaux en captivité afin qu'ils conservent leur comportement naturel. Dès le départ, les soigneurs ont tenté de rectifier le tir de ce cas de figure inédit, en faisant comprendre à Dominique qu'il était un manchot avant tout. Alors, on avait pris soin quand même pendant l'élevage justement de mettre un miroir pour qu'il ait Ah c'est vrai, pour qu'il se voit... pour s'identifier à autre chose qu'aux humains. Régulièrement, il y avait une bande sonore qui diffusait des chants de manchots royaux. Bon, de toute évidence, ça n'a pas suffi complètement. Mais bon, voilà. Dominique. En dehors de ça, il a un comportement tout à fait normal pour un royal, quoi. Dominique est tout de même intégré dans sa colonie, mais il gardera toujours une dépendance certaine vis-à-vis des hommes. Mais attends, là, on est suivi. Oui, il va nous suivre. Il nous suit à la trace, Dominique. Et je sens que Samy vit mal ce lien accidentel. Pour Dominique, cela crée des situations difficiles, puisqu'à chaque sortie des soigneurs, il pousse un cri déchirant. Heureusement, une autre équipe de soigneurs viendra plus tard dans la journée pour nourrir les manchots et s'occuper de Dominique. Comment se comporter avec des animaux sauvages pour ne pas trop interférer sur le cours naturel des choses? Dans le bassin des phoques annelés d'Arctique, l'équipe de soigneurs m'a réservé une surprise. Bonjour messieurs. Bonjour Hélène. Ça va? Ouais. Ouais, bon. Alors là, quel est le programme? Alors le programme, ça va être d'essayer de faire travailler un petit peu les animaux. Donc les animaux sont habitués à sortir de l'eau, à venir en notre contact. On les a entraînés à ça. Si tout se passe bien, ils vont passer un petit peu de temps sur la banquise à côté de nous. Ouais. Et puis on va profiter pour faire une petite vérification d'état de santé. Donc tu vas voir, on leur demande de prendre certaines postures qui nous permettent de vérifier que tout va bien. C'est ce qu'on appelle le training médical Voilà, en le fait. training C'est médical, ça. tout à fait. Grâce à une récompense alimentaire, on apprend aux phoques à réaliser certains comportements. Ainsi, l'animal peut à la demande ouvrir la gueule pour vérifier l'état de la cavité buccale et des dents, ou tendre la patte pour une prise de sang ou une injection. C'est surtout un moyen de ne pas le contraindre par la force et cela participe aussi à créer du lien avec le soigneur et à enrichir le quotidien d'un animal qui n'évolue pas dans le milieu naturel comme le font les phoques gris de la mer d'Iroise. Sur la côte bretonne, le centre marin a d'ailleurs reçu un appel téléphonique d'un promeneur. Un bébé phoque gris aurait été aperçu échoué ce matin. J'accompagne Samy à la recherche de ce bébé phoque en danger qui a peut-être besoin de notre aide. Quelques cormorans se reposent sur la mer, mais de bébé phoque, pas la moindre trace. Pourtant, la mer est calme. Nous pourrions facilement le localiser s'il était dans les parages. Qu'est-il donc arrivé à ce bébé phoque?
Est-ce mauvais signe de ne pas le repérer? Bon, bah, que dalle, hein. Par du piaf, pas de phoque. En plus, là, s'il était retourné à l'eau, dans l'immédiat, vu le calme régnant, on le verrait. Tu veux regarder? Ouais. Merci. L'échouage de bébés phoques est fréquent en hiver, car les jeunes nés en automne doivent être rapidement autonomes alors que les conditions climatiques sont difficiles, les vents forts et la nourriture moins abondante. Beaucoup arrivent sur nos côtes épuisés et sous-alimentés. Bon, en tout cas, là, pas de traces de notre phoque pour le moment. Non. Tu peux essayer de regarder ou pas? Je vais encore regarder, mais... Non, alors, c'est plutôt bon signe, hein, parce qu'on nous signale des fois un phoque. Oui. Puis le temps d'arriver pour vérifier, se faire une idée, si on n'a pas reçu de photos, par exemple. L'animal est déjà reparti. En général, c'est qu'il était là pour se reposer. Et puis, hop, il repart pour s'alimenter de nouveau et changer d'endroit, quoi. Parce que vous en recevez beaucoup ou pas des appels, justement, de promeneurs qui voient des phoques? Oui, il y a un réseau qui est établi depuis maintenant plus de 25 ans. Ouais. Les gens savent qu'il faut nous contacter, quoi. Et les Bretons, justement, ils sont sensibilisés à ça ou pas? À la cause des phoques de la région? Ils font attention? Ils font attention, oui. C'est rentré dans les mœurs, dans la culture. Donc il y a un vrai engagement ici du public. C'est bien. Ouais. En fonction de son état d'embonpoint, un phoque échoué n'est pas forcément un phoque en détresse. Notre individu du jour a repris le large tout seul. D'autres, dans des situations plus critiques, ont rejoint le centre de soins d'Océanopolis. Ils sont 4 actuellement à avoir été recueillis. Ils sont retapés en vue d'une remise à l'eau dès que possible. Mais avant cela, ils doivent passer par une étape intermédiaire et vivre quelque temps dans un bassin extérieur afin de gagner en aisance dans l'eau et d'atteindre un poids suffisant pour leur survie. Christine, la chef soigneuse du centre, attend le feu vert du vétérinaire pour 2 d'entre eux susceptibles de gagner le bassin extérieur dès aujourd'hui. Alors Christine, quelles sont les nouvelles? Bah, écoute, je viens de recevoir les résultats des prises de sang qu'on a fait hier. Donc là, je vais quand même appeler mon vétérinaire qui, lui, me confirmera si je peux sortir ou pas les animaux. D'accord, voilà. Ok. Ces phoques iront-ils tous 2 dans le bassin extérieur cet après-midi? Je l'espère de tout cœur. Ce serait une petite victoire pour les soigneurs et les phoques. D'autres animaux très particuliers font aussi l'objet de toutes les attentions ici. C'est ce que je m'apprête à découvrir en pénétrant dans la zone technique du pavillon tropical où, loin des regards du public, un autre enjeu de la sauvegarde se joue. Ici, des scientifiques étudient et travaillent sur les coraux, organismes vivants indispensables des écosystèmes marins, mais extrêmement fragiles. C'est avec Estelle Lesage, une spécialiste en aquariologie, que je m'apprête à vous révéler cet univers méconnu. Soigneuse, elle a fait du corail son champ de prédilection. Bonjour Estelle. Bonjour Hélène. Alors attends, là, si je prends ça c'est... Le corail. Alors le corail qui est un animal, hein. Ça c'est une Voilà, le précision corail, c'est importante. une colonie d'animaux. Il y a plusieurs Colonie animaux d'animaux. qui vivent au même endroit. Le D'accord. corail est composé d'un squelette calcaire, donc du bâtiment, et du polype, qui est l'animal, l'habitant de la colonie. Il faut vraiment s'imaginer ça comme un HLM à polype, donc l'animal qui vit dans le corail. On a le bâtiment qui est composé d'une multitude d'étages, et à chaque fenêtre de ce HLM, on a des petits habitants qui sortent pour se nourrir. D'accord, donc si je résume, le bâtiment, c'est la structure calcaire. Exactement. Qui n'est pas vivante. Dans chaque petite logette, voilà. Il y a des habitants. Il y a des habitants qu'on appelle les polypes. Qui, là, vraiment, est l'animal vivant. Exactement. Le polype est composé d'un pied, d'une bouche, et autour de cette bouche, il y a une couronne de tentacules qui va lui servir à capturer ses proies pour se nourrir. Ok. Donc là, alors, dans ce corail-là, j'ai, je sais pas moi, des centaines de polypes. De polypes. Exactement. Et ça forme le corail. Ces coraux, présents généralement sous forme de barrières dans nos océans, ont des rôles multiples, supports, abris et réserves de nourriture pour d'autres animaux marins. Et tous ces coraux, ils cohabitent ensemble harmonieusement? Harmonieusement, pas forcément. Tu vois, par exemple, cette colonie, là, le Galaxea,
et une colonie qui va se développer en forme de boule. Oui. Donc il a besoin d'avoir beaucoup de place et en plus il a une croissance qui est assez rapide. Donc il va avoir tendance à aller attaquer les colonies qui se développent à côté, qui ne sont pas de la même espèce. Et regarde, par exemple, tu vois cet acropora qui est juste à côté, avec tous ses filaments, il est en train de l'attaquer. Il lui envoie un venin avec tous ses filaments. Et tu vois, l'acropora, là, en une nuit, est en train de devenir tout blanc, parce qu'il s'est fait toute la nuit agresser par ce galaxia. Une fois que l'acropora sera mort, le galaxia pourra se développer de ce côté-là. L'homme aussi peut parfois intervenir pour agrandir une population de corail. Il s'agit du bouturage. On donne naissance à une nouvelle colonie à partir d'un fragment initial. Estelle va bouturer un morceau de corail qui viendra prendre place dans un des aquariums. On casse un morceau du corail. Donc si on file la métaphore de tout à l'heure pour le bâtiment, j'enlève un étage ou un immeuble et je vais aller le repositionner ailleurs. Dans une autre ville, en fait. Dans une autre ville, et il va continuer sa croissance dans une autre ville. Bon, maintenant, c'est bon, alors c'est fini. Là, c'est bon, on a notre bouture. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc maintenant, je vais aller l'introduire dans le bassin d'exposition. Comme tous les soigneurs du parc, Estelle possède elle aussi son diplôme de plongée. Elle va donc déposer elle-même cette petite colonie de corail au fond du bassin. Le bouturage est une méthode également utilisée en milieu naturel, dans les océans, afin de reconstituer des zones coralliennes appauvries à cause de la pollution des eaux et du réchauffement climatique. Estelle aura peut-être l'occasion un jour de participer à ces programmes de sauvegarde. Ce serait comme une consécration pour elle de tout son travail au quotidien. Au fil de mes rencontres, mon admiration ne cesse de grandir pour ces chercheurs et soigneurs qui non seulement vivent de leur passion, mais aiment la partager. Et qui, comme Estelle, arrivent à trouver les mots simples et imagés afin de rendre cet univers mystérieux accessible au plus grand nombre. Retour maintenant auprès d'animaux tout aussi fascinants que les coraux, puisqu'Estelle m'emmène en coulisses au-dessus du bassin et donc au plus près des requins. Donc voilà, Hélène, Olivier nous attend, on va nourrir les requins. C'est ta surprise, donc tu vas participer au nourrissage. Ok, bon. Avant de commencer à nourrir ces animaux qui alimentent les fantasmes, il faut impérativement attendre que les pompes soient coupées. Les requins sont conditionnés. Ils savent que le silence et la tranquillité de l'eau sont le signal du début du nourrissage. Alors, voilà, tu vois là, les pompes viennent d'être coupées, donc la recirculation est arrêtée. Le silence se fait, j'ai quelques petits frissons. Voilà, tout se calme. Donc tu vas voir, les requins vont remonter assez vite. On va prendre une pince. En surface, tu as déjà le mâle requin zèbre. Les requins ne sont nourris que 2 fois par semaine avec des congres, des maquereaux et des calamars. Contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas insatiables et ne mangent qu'à leur faim. D'ailleurs, dans les profondeurs océaniques, ces poissons ne rencontrent que peu de proies. Alors on reproduit ici les conditions de vie réelles des requins. Est-ce que tu comprends la fascination et la peur que suscitent les requins? Ah oui, tout à fait, puisque j'avais la même peur il y a encore peu de temps. Et toi, comment t'as fait alors pour surmonter cette peur? Je suis devenue professionnelle en aquariologie. Et dans ces espèces présentes dans ce bassin-là, laquelle est la plus agressive quand même? Peut-être la plus dangereuse en théorie, on a envie de penser que c'est le requin taureau. Qui effectivement a une mâchoire assez puissante avec des longues dents. Maintenant, moi, en étant dans l'aquarium, le requin dont je me méfie le plus, c'est le requin-scie, le poisson-scie. Par ses mouvements très saccadés, peut vraiment faire mal. Est-ce qu'il y en a un qui te fascine ou auquel tu es attaché particulièrement? J'aime beaucoup les requins gris, parce qu'ils ont vraiment un physique de requin très fuselé, vraiment un comportement bien identifié. Donc ce sont des requins de récif, donc on en revient toujours aux coraux. Mais ouais, c'est vraiment l'animal que je trouve le plus beau, oui. Auprès d'Estelle et des requins,
je me rends compte que la connaissance de ces animaux efface les appréhensions. Et c'est parce que chaque animal a son rôle à jouer dans la biodiversité marine qu'à Océanopolis, à Brest, un centre de soins est dédié tout spécialement à la sauvegarde des phoques qui échouent sur les côtes bretonnes. J'y retrouve Christine, qui a reçu le feu vert pour relâcher dans le bassin un des 2 phoques. Il est préférable que l'autre jeune se remette totalement de son infection avant de franchir cette étape bouleversante de sa vie dans la clinique. Bon, me voilà. Bah, écoute, ça tombe bien parce qu'on t'attendait, on va pouvoir sortir le phoque dans les bassins. C'est le grand moment. Ça y est. Je vais assister au transfert de ce bébé qui porte le numéro 6. Pour ne pas le confondre lorsqu'ils seront plusieurs dans le bassin, on les numérote à l'aide d'un décolorant à base d'eau oxygénée. On va la peser en fait avant de partir. Ah oui, vous consolidez vraiment la caisse comme ça. Parce que des fois, il y a des animaux un petit peu énervés qui arrivent à soulever le couvercle et surtout qui pourraient nous mordre en fait. Donc, Ok. T'es prête? Ouais. Alors, allez, 20. C'est important de les peser avant la mise dans le bassin? Oui, parce que ça va nous faire une référence après. Ils seront pesés régulièrement quand ils vont être mis à l'extérieur. Il va falloir qu'ils prennent régulièrement du poids. Donc on a un poids de référence au moment de la sortie. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un monstre à l'intérieur. Avec les cris qui le poussent. Ce n'est pas un monstre, mais pour autant, les phoques gris sont des animaux assez agressifs. C'est pourquoi depuis ce matin, toutes les précautions sont prises lors de leur manipulation. Et donc là, on va prend ce vase. tranquillement lui proposer d'aller à l'eau. Ouais. Nouvel environnement. Oui, on pour va lui lui laisser aussi le temps de voir Oui. où elle arrive, de découvrir un peu le... Ça fait quand même 1 mois qu'elle n'a pas vu l'eau, parce qu'elle est restée dans son box pendant tout ce temps-là, donc... Et alors là, l'idée, c'est que elle reste combien de temps dans ce bassin-là? Là, il va encore falloir qu'elle prenne assez de poids pour pouvoir être relâchée dans le milieu naturel. Oui. On va les relâcher entre 35 et 40 kilos. Donc là, on vient de la peser, elle fait 20 kilos. Ah oui. Donc il va lui falloir encore à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour grossir. Ah, elle va doubler son poids en 1 mois et demi, 2 mois? Ouais. La nourriture est très bonne ici. Étonnamment, alors que je m'apprêtais à assister à un saut instinctif et immédiat du phoque dans l'eau, l'animal semble très hésitant. La caisse rouge est finalement son seul repère dans cet univers qui lui est totalement inconnu. Ah, elle teste la température de l'eau pour voir si ça lui convient ou pas. On va peut-être l'aider un petit peu si elle veut. Voilà. Ah non. Ah non, j'ai entendu plouf, mais... Un phoque qui n'aime pas l'eau. On va retirer la caisse parce que sinon elle va revenir dedans. Allez, numéro 6, allô? J'assiste amusée à une première, celle de la mise au bassin d'un phoque qui n'aime pas l'eau. Allez, petite choupinette, va à l'eau. Faut qu'elle prenne ses marques en fait dans l'eau. Ah, un petit peu plus déjà. Là, elle va faire ses premières apnées. Elle apprend à nager. Au bout d'une vingtaine de minutes de tâtonnement, enfin, la nature reprend ses droits et le phoque ne fait plus qu'un avec son environnement d'origine. Grâce à Christine et à toute son équipe, ce jeune phoque est en bonne voie pour retrouver un jour sa vie sauvage. Chaque étape réussie est vécue comme une victoire. J'apprends ainsi que l'année dernière, sur 47 phoques amenés au centre, 35 ont été sauvés. Mais lorsqu'on s'occupe avec tant de passion et de dévouement de ces animaux marins, comment vit-on la séparation, par exemple avec les phoques que l'on remet en liberté? N'a-t-on pas envie de créer du lien avec eux? C'est à Samy, qui travaille au contact de tous ces animaux depuis longtemps, que j'ai décidé de poser cette question. Pour les animaux du centre de soins,
qu'on relâche à un moment. Donc, Quand on relâche à un moment. Petit pincement au cœur au moment des relâchés. Alors il peut y avoir un petit pincement au cœur, mais qui est un pincement au cœur de satisfaction du boulot accompli. Parce que ces animaux-là, alors on ne donne absolument pas de nom. Ils ont un numéro, numéro qui est un 35, 36, voilà, c'est un numéro d'entrée en clinique. Après, ils ont un numéro de bague. Donc il n'y a vraiment pas de petit nom, pas de relation particulière. Et en plus, ça ne serait pas un service à leur rendre, puisque le but, c'est qu'ils se réhabilitent correctement dans le milieu naturel. Donc quand il y a un lien qui s'établit, c'est un lien qui est réciproque, donc, entre l'humain et l'animal, et il ne faut absolument pas qu'il y ait ça. Donc voilà, s'agissant des animaux qu'on relâche, la seule émotion qu'on va avoir, c'est de se dire, voilà, on a été jusqu'au bout, on a réussi, voilà, maintenant, qu'ils vivent sa vie, quoi. Et quel est ton rapport justement aux mammifères marins, aux manchots? Quel lien on peut entretenir avec eux? Il n'y a pas de lien comme celui qu'on peut avoir avec son chien ou son chat à la maison. On garde toujours une certaine distance avec ces animaux-là parce que ça reste des animaux sauvages, quelque part. C'est de la faune sauvage en captivité. Et de manière à ce que ces animaux gardent un minimum de comportement naturel, faut éviter de trop les associer à l'homme. Alors dans la réalité, dans la pratique, évidemment, tous les jours, ils sont nourris plusieurs fois par jour, donc il y a ce contact avec l'humain. Mais on garde une distance quand même. Et c'est bien parce que les animaux, quand ils vieillissent, un jour ils décèdent, ils meurent. Et faut pas s'attacher. Dans un environnement comme celui-ci, aimer les animaux, c'est les respecter et respecter leur statut d'animal tel qu'il est en fait. Tout à fait. Et pas vouloir en faire des bêtes de foire ou des animaux trop proches de l'homme. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a cette approche au niveau des bassins où on essaye de reconstituer un bout de l'environnement des animaux, de les remettre dans une petite bulle, dans un petit écosystème qui reproduit le leur dans la nature, quoi. Même si c'est des animaux, encore une fois, qui n'ont jamais connu la nature, mais voilà. On sait que c'est les conditions dans lesquelles ils sont bien. À travers toutes mes découvertes aujourd'hui, je me rends compte de l'importance et de la fragilité de ce monde marin qu'il faut impérativement préserver.